Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un petit peu la suite des procès cons, sous un format un peu différent, mais néanmoins extrêmement simple. Je vous raconte cette histoire de procès, parmi les 7, une est fausse, à vous de deviner laquelle. Vous êtes prêts? Alors c'est parti, on y va, générique. Please raise your right hand. Do you solemnly swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this matter here today? Your Honor, I'm going to object on hearsay. That's basic law. Telling me I'm a suspect in the murder of my wife and my child? Juror badge number 18. Are these your true and correct verdicts? I don't know if you've seen anybody be killed, but it's upsetting. And would you please poll the jury? Imaginez si tout à coup vous gagniez 90 millions de dollars. Qu'est-ce que vous feriez avec une aussi grosse somme d'argent? 90 millions de dollars, c'était la somme qu'il y avait à gagner le 21 avril 2004 au tirage d'une loterie aux États-Unis qui s'appelle Powerball. Kelly Davis, qui a 37 ans à ce moment-là, elle adore jouer à cette loterie du Powerball. Et ce jour-là, elle décide de tenter une combinaison un petit peu particulière, qui est pas celle qui vient la première à l'esprit comme étant la plus susceptible de tomber, mais qui est facile à retenir. Elle décide de jouer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le lendemain du tirage, Kelly, elle a hyper envie de savoir si elle a gagné ou pas, normal, et on se remet dans le contexte de l'époque, on est en 2004, Internet n'est pas aussi démocratisé qu'aujourd'hui, donc pour pouvoir connaître les résultats de la loterie, Kelly va appeler un répondeur automatique. Donc vous savez, vous appelez un numéro, il y a une voix enregistrée qui va donner les numéros qui sont tombés. Donc Kelly appelle ce répondeur, et devinez quoi? Les numéros qui sont tombés sont 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon bah là, Kelly, elle est au summum du bonheur, elle se dit mon Dieu mais c'est extraordinaire. Dans sa tête elle est déjà en train de les dépenser, elle se dit waouh, je vais pouvoir partir en vacances, je vais payer mes dettes, j'aurai plus jamais de problème pour payer mes factures, je vais acheter une maison à mes parents puis une pour moi. Vraiment elle vit un rêve éveillé. Bon c'est super mais pour pouvoir réaliser tous ces projets, faut déjà qu'elle le récupère son argent Kelly. Et pour ça elle doit appeler le bureau de Nashville de la loterie. Donc c'est ce qu'elle fait. Elle les appelle pleines d'entrain et elle dit à l'opératrice « Bonjour, c'est moi, la gagnante des 90 millions de dollars d'hier !» Et l'opératrice, elle comprend pas très bien parce que y a pas de gagnant en fait, madame, hier. Kelly, elle est évidemment complètement paumée et elle lui dit « Mais je comprends pas, moi j'ai appelé votre répondeur et ça m'a dit que le tirage c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est exactement les numéros que j'ai joués. » Mais non, madame. C'est pas ça les numéros qui sont sortis. Alors qu'est-ce qui s'est passé ici? Eh ben en fait pour pouvoir s'assurer du bon fonctionnement du répondeur, faut faire des tests de temps en temps pour vérifier que tout marche bien. Et pour faire ces tests, eh bien la compagnie de loterie, elle utilise une combinaison que peu de gens jouent, qui a très peu de chances de tomber, à savoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est ça qu'avait entendu Kelly Davis ce jour-là, ce message test, et pas le résultat du tirage de ce 21 avril 2004. Bon, mais Kelly, elle est quand même bien vénère, parce que vous imaginez, elle était déjà en train de penser à tout ce qu'elle allait faire avec ses 90 millions de dollars, et soudainement on lui explique que non, elle a pas cet argent. Et qu'est-ce qu'on fait aux États-Unis quand on n'est pas content? Eh ben, on porte plainte, évidemment, et c'est ce que va faire Kelly Davis. Elle va poursuivre la société Powerball et les attaquer pour préjudice psychologique. Cette histoire n'ira finalement jamais au tribunal, la plainte de Kelly va être rejetée, parce que, eh bien, il est bien précisé sur le site de Powerball que pour qu'un ticket soit gagnant, il doit être validé dans un de leurs bureaux, ce que n'avait pas fait Kelly Davis. Donc même si effectivement elle avait eu le bon tirage, eh bien tant que son ticket n'avait pas été validé, elle ne pouvait pas se considérer comme gagnante, et donc, tant pis pour elle si elle a cru qu'elle avait gagné cet argent. Remontons maintenant un petit peu le temps pour nous rendre en 1997 dans la ville d'Aurora, dans l'Illinois. C'est là que se trouve le bar George's Place, qui est tenu par un certain Jesse Ingram. Et Jesse, il commence à en avoir vraiment ras-le-bol parce que figurez-vous qu'en seulement un mois, il a eu 3 tentatives de cambriolage. Ça commence à bien faire et il décide d'installer une sorte de piège géant, alors on dirait un peu un piège à souris pour humains, mais en plus morbide. En gros, ce qu'il va faire, c'est qu'au lieu d'installer, j'en sais rien, une alarme ou des caméras, il va mettre en place tout un système qui électrocute tous les intrus. Alors on n'est pas du tout sur un petit coup de taser qui va juste faire perdre connaissance aux gens. Non, on est sur vraiment un niveau d'électrocution qui tue les intrus. Ok, voilà, le mec est quand même hyper extrême.
Mais Jesse n'est pas non plus totalement dépourvu d'empathie, faut pas non plus déconner, donc il va mettre des petites affichettes comme ça sur les vitres de son bar en disant « Si vous entrez dans mon bar par effraction, vous risquez la mort ». Comme ça les gens sont prévenus et tout va bien. Enfin, tout va bien jusqu'à 5 jours plus tard, quand Larry Harris, qui a 37 ans à ce moment-là, qui est complètement drogué et bourré, se dit que ce serait quand même une idée merveilleuse de taper dans la vitre de ce bar, et c'est ce qu'il va faire. Il va péter une vitre, rentrer dans le bar, tomber sur le piège de Jesse et mourir électrocuté. Ça peut paraître hyper abusé comme manière de se protéger, mais sachez que dans l'Illinois, comme dans un certain nombre d'États aux États-Unis, la loi précise que les propriétaires de maisons ou de business ont le droit de défendre leur habitation comme ils le souhaitent, y compris en utilisant des moyens létaux. Donc Jesse Ingram est parfaitement dans son droit, et tant pis pour la vie de ce brave Larry qui de toute façon n'avait qu'à pas rentrer par effraction ou lire les affichettes, voilà. Bon, la famille de Larry Harris va quand même se dire « c'est un petit peu abusé cette histoire, on va porter plainte ». Ils vont attaquer Jesse Ingram, et contre toute attente, Jesse va être condamné à payer 75 000 $ à la famille de Larry Harris. À l'automne 2004, Barbara Connors rend visite à sa fille et à son mari dans l'état du Connecticut, aux États-Unis. Le 14 octobre, Barbara part faire un petit tour en voiture avec son gendre qui s'appelle Alan Hauser, et malheureusement ils vont être victimes d'un terrible accident. La voiture va quitter la route, rebondir sur le trottoir, traverser une clôture, s'envoler dans les airs et être projetée dans la rivière Connecticut. Alan il arrive tout de suite à sortir de la voiture, à remonter à la surface et à nager pour rejoindre la rive, mais malheureusement Barbara elle est coincée dans cette voiture qui est en train de couler dans cette rivière. Heureusement, il y a pas mal de témoins qui assistent à cet accident et qui vont appeler le 911 dès que la voiture commence à quitter la route, ce qui fait que les pompiers et la police arrivent dans un temps record. Seulement 15-20 minutes après l'accident, ils arrivent à remonter Barbara Connors. Malheureusement, même si c'était hyper rapide, elle vient quand même de passer 15-20 minutes dans l'eau, elle n'a plus de pouls, les secours vont s'acharner pour tenter de la réanimer et, miracle, ils y arrivent. Barbara est transportée en toute urgence et dans un état critique à l'hôpital le plus proche, où elle va recevoir des soins, et écoutez, croyez-le ou non, peut-être c'est la fausse anecdote, elle va s'en sortir et se remettre. C'est vraiment complètement dingue comme histoire, Barbara Connors, elle aurait dû mourir noyée dans cette voiture, dans cette rivière Connecticut, et donc pour remercier les secours qui ont sauvé sa mère, eh bien la fille de Barbara organise 1 mois plus tard une espèce de grande cérémonie pour, en l'honneur des sauveteurs en fait, pour les remercier. Alors Barbara n'est pas là, mais sa fille va dire, écoutez, elle est rentrée chez elle, elle habite pas dans le coin, elle était en visite seulement, mais elle se joint à moi, vraiment, elle vous est extrêmement reconnaissante. Bon alors sa fille est reconnaissante, mais Barbara Connors, pas du tout. Elle est même plutôt vénère Barbara parce que figurez-vous qu'avant l'accident, elle vivait très bien, elle n'avait pas de problème de santé ni rien, pétait la forme, et alors depuis l'accident, elle est obligée d'être en maison de retraite. Et ça, elle va le faire payer à quelqu'un. À qui ? Tout le monde. Tous les gens qu'elle peut attaquer, elle les attaque. Donc évidemment, elle va commencer par son gendre, bonne relation familiale. Elle l'attaque lui en justice, parce que c'est lui qui conduisait, donc déjà c'est lui qui est responsable. Elle va attaquer la ville, qui n'a pas mis de barrière de sécurité. Elle va attaquer aussi plusieurs policiers, et puis surtout, elle va attaquer les secours, qui sont peut-être arrivés dans un temps record, mais pas assez vite au goût de Barbara. Dans sa plainte, il y a pas mal d'éléments qui sont vraiment saugrenus. Par exemple, elle va comparer la réglementation des piscines à celle de la rivière, ce qui n'a aucun sens. Mais malgré tout, elle va remporter son procès et la modique somme de 870 000 $ quand même, donc presque 1 million de dollars pour notre amie Barbara. On se transporte désormais en Chine et cette histoire, vous en avez peut-être entendu parler parce qu'il y a eu pas mal d'articles de journaux dessus à une époque. C'est l'histoire de Jian Feng et de sa femme. Jian Feng et sa femme viennent d'avoir un bébé. Ils sont super heureux, ils sont jeunes parents, mais Jian il regarde un peu son bébé, et c'est vrai qu'un bébé c'est pas très beau en général quand ça vient de naître, mais là quand même il le trouve vraiment moche son enfant et ça lui pose question. Parce que lui il se trouve plutôt pas mal, sa femme c'est une grosse bombasse, et il se dit, c'est pas logique, pourquoi on a un enfant moche comme ça? Donc bon, pas folle la guêpe, dans un premier temps il va se dire, je suis peut-être pas le père du bébé, c'est pas impossible que ma femme soit allée voir ailleurs, donc je vais demander un test ADN. C'est ce qu'il fait, mais surprise, le test ADN confirme qu'il est bien le père de cet enfant.
Bon, Jian Feng, il ne comprend rien du tout, parce qu'au-delà du fait que le bébé est pas très beau, surtout, il lui ressemble pas à lui, il ressemble pas à sa femme, et il se dit c'est bizarre quand même d'avoir un enfant qui nous ressemble ni à l'un ni à l'autre. Donc il interroge sa femme sans cesse à ce sujet, et il ressasse cette histoire, et sa femme finit par lui avouer la vérité. En fait, le fond de l'histoire, c'est qu'elle a pas toujours été aussi belle. Elle a fait de la chirurgie esthétique, beaucoup de chirurgie esthétique, entre 75 000 et 100 000 $ pour se refaire, toute la face en entier. Se sentant trahi, profondément meurtri, Jian Feng demande le divorce, mais ne s'arrête pas là. Non, il poursuit sa femme en justice et demande des dommages et intérêts pour le préjudice moral. Et de façon très surprenante, la justice chinoise va lui donner raison et condamner son ex-femme à lui verser 100 000 $. On retourne aux États-Unis et plus précisément dans l'État de New York où Tyler Murello possède un grand terrain. Il sait pas très bien quoi en faire de ce terrain, lui il habite pas là, et il se dit tu sais quoi, je vais me faire un petit peu d'argent, je vais construire une maison sur un bout de terrain et je vais vendre cette maison, comme ça, je vais récupérer de la thunasse. C'est ce qu'il fait construire cette maison extrêmement luxueuse et qui va être mise en vente pour la modique somme d'1,35 million $. Il y a quand même un petit souci dans cette histoire, c'est que pour accéder à son terrain depuis la route, Tyler est obligé de passer par l'entrée d'une autre maison qui appartient à un couple qui s'appelle Michael et Laura Sheck. Et Michael et Laura, ils ont des goûts en décoration de jardin qui sont un petit peu particuliers. Par exemple, dans la partie arrière de leur jardin, ils ont installé pas moins de 58 flamants roses en plastique, et vous savez, ils ont recréé avec ces flamants roses des scènes de la vie quotidienne. Par exemple, il y a tout un groupe de flamands qui est installé autour d'une table de pique-nique qu'ils ont reconstituée à partir de pneus de camion, et on voit les flamants roses qui sont en train de boire dans des gobelets en plastique rose collés sur la table. Ils ont aussi installé un immense faux sapin entouré d'un drap blanc au bord de leur allée, et puis ils ont fait une espèce de tour comme ça avec des palettes de bois. Au-dessus des palettes, ils ont mis des toilettes. Sur les toilettes, il y a une gargouille, et sur la gargouille, ils ont mis un panneau sur lequel il est écrit « Notre chien peut courir jusqu'à cette clôture en 2,8 secondes, et vous ?» Et chacun ses goûts, ils ont le droit d'aimer ce genre de choses, Michael et Laura. Le problème pour Tyler, c'est que la maison qu'il vient de finir de faire construire, ses fenêtres donnent en partie sur toutes ces magnifiques décos. Et personne a envie de foutre plus d'1 million $ dans une maison qui a comme vue des flamants roses en plastique recréant des scènes de la vie quotidienne. Donc il n'arrive pas à la vendre sa maison à cause de ses voisins, et ça Tyler, il va pas l'accepter, ça va bien le saouler, et il va les poursuivre en justice. Il va quand même préciser qu'avant, Michael et Laura n'avaient pas du tout toutes ces décos et qu'ils se sont opposés au projet de construction de sa maison, ils ont même tenté de l'attaquer en justice et quand leur demande a été rejetée, bizarrement, ils se sont mis à installer toutes ces décorations un petit peu funky pour faire fuir, selon Tyler, les potentiels acheteurs. Tyler leur réclame la modique somme de 8 millions $. Finalement, cette histoire n'ira pas jusqu'au procès, donc soit parce que ça a été rejeté par la cour, soit parce que peut-être Tyler, Michael et Laura ont fini par trouver un accord. Wendy Heringer vit à Seattle et un jour elle va au resto bouffer des bons burgers avec ses potes. Elle doit payer 15,02 $ au resto et pour ça, elle fait un chèque. Malheureusement, quand le resto essaye d'encaisser ce chèque, il est rejeté. Et le restaurant, ils ont pas le time de courir après tous les clients qui le payent pas, ils se posent pas de questions. Et ils transfèrent cette dette à leur agence de recouvrement qui s'appelle l'Associated Credit Service, l'ACS pour les intimes. Kelly reçoit donc une lettre de l'ACS qui la somme de payer non seulement les 15 $ du resto, mais aussi et surtout 40 $ de frais pour eux. Bon, ça fait chier, mais Kelly elle se dit oula, moi je veux pas de soucis, je ne veux pas de dette, elle se dépêche de remplir un chèque, elle le poste, et elle se dit que cette histoire est désormais derrière elle. Jusqu'à ce que quelques mois plus tard, elle reçoive une nouvelle lettre de l'ACS qui l'informe qu'ils la poursuivent en justice pour des indemnités de retard non payées à hauteur de 18 centimes. Et en plus de ces 18 centimes, ils lui réclament plus de 300 $ pour leurs frais d'avocat. Bah oui, évidemment, ils vont quand même pas les payer eux-mêmes. Kelly comprend pas bien parce qu'elle a payé sa dette, et puis quand elle va voir sur le site de l'ACS, elle regarde son compte est à 0 $, donc ça lui dit qu'elle ne doit rien. Et là, ça commence à bien faire pour Kelly, elle se dit hop, je vais pas me laisser traîner en justice pour 18 $. Payer les 40 $ de frais pour 15 balles de resto, je veux bien, mais à un moment donné, j'ai des limites.
Il se trouve qu'en plus Kelly, elle est juriste et elle est entourée d'avocats, et elle contre-attaque ACS pour attaque abusive. Très rapidement, Wendy et son avocate vont réussir à faire tomber la plainte d'ACS et elle leur réclame 500 $ de dommages et intérêts. Mais l'avocate de Wendy, elle se dit « Hop hop hop, ces gens-là, il faut les arrêter, il faut marquer le coup, si on leur demande que 500 $, ils vont pas retenir, c'est pas une somme assez importante pour eux. » Du coup, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va demander une somme plus importante pour sa cliente? Non, pas du tout. Elle va leur facturer ses propres honoraires à hauteur de 7000 $, voilà, en disant « là, ils vont bien les sentir passer, ça va bien les faire chier. » Bon, probablement, je trouve qu'elle aurait pu demander un petit peu plus pour sa cliente, mais soit, et elles vont gagner ce procès, donc écoutez, l'avocate sera payée, Wendy aussi, même si vraiment beaucoup moins. Cette dernière histoire nous emmène tout droit en prison, et plus précisément dans la prison d'État de l'Utah. C'est là qu'est incarcéré Robert Paul Rice. Il purge une peine de prison pour possession d'armes, vol et cambriolage. Et que va faire Robert? Il va porter plainte contre l'administration de la prison. Pourquoi est-ce qu'il attaque la prison? Est-ce qu'il est maltraité? Est-ce qu'il n'est pas content de son sort? Eh ben, en quelque sorte, oui. Puisque, figurez-vous, que la prison ne respecte pas son droit constitutionnel à pratiquer sa religion. C'est étonnant parce que normalement, quelle que soit sa religion, on peut la pratiquer en prison. Mais du coup, c'est quoi sa religion à Robert? Eh ben, il va expliquer dans sa plainte qu'il est druide vampire. Qu'est-ce que c'est que cette religion? En quoi ça consiste? Je ne sais pas. Par contre, ce qu'il va expliquer, c'est que pour pouvoir pratiquer sa religion, il doit faire 2 choses, Robert. La première, c'est boire du sang de manière régulière, et personne l'autorise à faire ça, c'est quand même scandaleux. Et la deuxième, c'est d'avoir des rapports sexuels avec masse de jeunes femmes qui pratiquent la même religion que lui, et personne lui laisse accéder à ces jeunes femmes, encore une fois, dégueulasse. Donc Robert Rice va porter plainte une première fois contre la prison, sa plainte va être rejetée par le juge, mais il va pas se laisser faire, il tient vraiment à pouvoir pratiquer sa religion de druide vampire, donc il fait appel. Et malheureusement pour Robert, la cour d'appel va aussi rejeter sa plainte en expliquant que, boire du sang, non, ça n'arrivera pas. Accessoirement, dans son dossier, il a dit qu'il était catholique, donc à quel moment s'est-il converti à cette religion? D'où vient cette religion? Et puis pour ce qui est de l'histoire d'avoir des relations sexuelles avec des jeunes femmes pratiquant sa religion, eh bien de toute façon, la prison n'autorise pas les visites conjugales, donc désolé Robert, mais ça n'arrivera pas. Voilà pour ces 7 histoires, alors à votre avis, laquelle est fausse? Vous pensez que vous avez trouvé? Dites-moi ça en commentaire et moi je vous donne la réponse tout de suite. Les amis, l'histoire fausse, c'est la numéro 4. L'histoire du bébé moche en Chine. J'ai choisi cette histoire parce qu'on en a énormément parlé, y compris dans de grands médias, même dans le Floodcast, je me souviens, ils en avaient parlé dans les news. Donc moi, cette histoire, j'étais persuadée qu'elle était vraie, et en faisant des recherches pour une autre vidéo, je me suis rendu compte qu'il y avait des petits soucis, il y avait des incohérences en fait, donc j'ai cherché, et j'ai fini par trouver que en fait cette histoire était complètement inventée. Et ça m'a vraiment étonnée d'avoir autant de mal en fait à trouver que c'était un hoax. Donc voilà, j'avais envie de vous la partager, je me suis dit que peut-être vous aussi vous la connaissiez, vous l'aviez entendue, vous pensiez qu'elle était vraie, et puis, eh bien ça nous rappelle l'importance de toujours vérifier ses sources, même quand ça vient de grands médias, et de pas hésiter à creuser quand on voit qu'il y a des problèmes et qu'il y a des incohérences, se poser de bonnes questions, chercher les réponses, c'est toujours utile. Donc voilà, j'espère que ce concept de vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, un commentaire, à vous abonner, peut-être à partager cette vidéo à quelqu'un à qui elle pourrait plaire, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine histoire de procès. Baby, you should know you're never safe. When you play these games, you give a place. Baby, you should know you're never safe.